D'ailleurs, c'est peut-être là où on est plus mauvais. Salut! Est-ce que tu te souviens que mon objectif, c'est je démarre le tennis de table à 51 ans pour devenir joueur professionnel. Et généralement, j'ajoute le rire de ma fille là-dessus parce que, bien évidemment, c'est un peu ambitieux. Et là-dessus, il y a quelque chose qui a attiré mon attention parce qu'il y a 3 semaines, je suis tombé sur une vidéo où il y avait un gars qui disait je suis passé de débutant à numéroté en 4 ans. Et ah, ça m'intéresse. Voilà quelqu'un qui sort de l'ordinaire. C'est comme ça que je découvre Nicolas. Et après, Nicolas, si tu es sur ma chaîne depuis un bout de temps, tu as vu qu'il faisait un concours avec on peut gagner une raquette. Donc, j'ai pris contact avec Nicolas, j'ai relayé ça. Et puis, on s'est dit, finalement, si tu es joueur de loisirs, si tu es adulte, si tu as envie de progresser au ping, ben, on a peut-être intérêt à échanger nos points de vue. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté cette interview, cette discussion, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais bienvenue sur la chaîne qui porte mon nom. Et puis, ça me fait plaisir de voir comment est-ce qu'on peut aider un débutant à progresser. Bonjour Cyril. Oui, je pense que ça va plus être une discussion. C'est déjà appelé, on a parlé un petit peu du sujet. Et bah, ce qui est amusant, c'est que ta demande a précédé une demande que j'allais te faire de quelques heures. Puisque je pense qu'on a découvert nos chaînes respectivement à peu près au même moment. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que toi, tu avais le point de vue du joueur qui débute et qui a envie de progresser. Et moi, j'avais le point de vue de l'entraîneur qui met en place un groupe d'entraînement avec des adultes, certains de ton âge, certains un tout petit peu plus jeunes, mais qui ont aussi envie de progresser, de découvrir un entraînement un petit peu plus rigoureux au quotidien. Toi, Donc voilà, tu joues depuis on très se rencontre. longtemps. Moi, je suis joueur depuis mes 7 ans. Ah Donc, oui, j'ai fait le parcours un peu traditionnel, si tu veux. Euh, donc, je suis passé de non classé tout jeune. J'ai été plutôt dans les bons de ma région, dans les catégories jeunes. Et j'ai eu un classement maximum un petit peu en dessous les numéros 300. Mais par contre, en fait, si tu veux, je me suis jamais vraiment entraîné. J'ai dû avoir un entraîneur de club pendant 3 ans sur l'ensemble de ma carrière pongiste. Donc moi, je me suis plutôt fait parce que j'aime pas tellement la défaite. Et je me suis plutôt fait parce que j'ai joué énormément de matchs en compétition. quand tu dis énormément, c'est combien de matchs par saison? Je sais pas, enfin en tout cas, je jouais tous les week-ends. C'est-à-dire que quand j'étais minime ou cadet, 15 septembre, première compète, 30 juin, dernière compète. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un week-end sans film. D'accord. Et donc, c'est un peu par approximation successive finalement. Un peu ce que disait Florian dans un des interviews qui disait j'aime beaucoup ça et j'aime pas perdre. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que j'aurais pu faire n'importe quelle discipline. Il se trouve que mon père faisait du ping-pong, donc j'ai commencé avec lui. Mais j'aurais fait billard, fléchette, athlétisme ou je ne sais quoi. J'aurais eu la haine de la défaite. Et je pense que j'aurais eu un niveau très acceptable dans toutes les disciplines. Voilà. Après, c'est la limite, c'est est-ce que j'ai envie de faire du très haut niveau et de m'investir pour aller encore plus haut? À mon avis, non. Moi, j'ai un plafond de verre qui est sûr consacré un temps à ça suffisant pour atteindre le haut niveau si tu veux. Bah, tu sais, je dis souvent, le, le travail bat le talent, surtout si le talent ne s'entraîne pas. J'aime bien ton slogan. Il y a un moment donné, il y a un moment donné où ils ont tous du talent. Et la différence, ça va être le travail, ça va être l'engagement dans les derniers détails, etc. Moi, je viens du basket et du ski de fond, tu vois. Donc, à un moment donné, je suivais Raphaël Poiré contre Ole Einar Mhm. Bjørndalen. Bjørndalen, à un moment donné, reprochait un peu à Raphaël Poiré de ne pas bosser assez, parce que lui a beaucoup de talent, pour atteindre le plus haut niveau. Mais quelque part, l'autre lui répondait en disant mais attends, mais toi tu bosses comme c'est pas permis. Le fait qu'on soit tous les deux au sommet de notre discipline, ça suffit. Tu serais pas là, j'en ferais pas autant. Ou un truc comme ça. Alors, c'est évident qu'à un moment donné, il faut y mettre les heures. Tu es obligé de travailler. Oui, parce que pour reprendre la vidéo du ping, la vidéo que tu as découverte là sur Steve qui est passé numéroté, il n'a pas fait un entraînement, on va dire, classique, mais par contre, il a joué bien plus que tous ses concurrents à chaque étage. Donc en fait, il n'y a pas de secret non plus. Il a gagné parce qu'il a joué plus que les autres. Hmm. Ouais, c'est bien à chaque étage, hein. Il jouait au club, il jouait dans la chambre, il jouait C'est ça. le dos au mur. Alors tu vois, j'ai une vidéo qui est à venir. J'ai pas encore réussi à convaincre. C'est un ami à moi qui est monté numéro 200.
Et en fait, lui, il a joué avec son même partenaire toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a jamais fait d'entraînement de club. Et donc, il était 10 avec son pote, 15 avec son pote, 18 avec son pote, numéroté 300 avec son pote. Son copain est monté numéro 400. Donc, en fait, D'accord. eux, ils ont joué à deux toute leur vie, sans entraîneur. Par contre, à chaque fois, ils changeaient de club pour avoir un niveau suffisant dans le championnat par équipe. Ah, tu vois, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, ça veut peut-être dire plein de choses. Peut-être que finalement, la zone dans laquelle tu ne peux l'atteindre que si tu as un certain talent, elle est peut-être beaucoup plus haut que ce qu'on croit. C'est-à-dire que si on se donne les moyens, peut-être que n'importe qui peut atteindre tel niveau. Et moi, je ne sais pas aujourd'hui si c'est 7, 10, 12, 18 ou numéroté. On m'a déjà dit, il y a un plafond au-delà de 500 dans les numérotés, donc vraisemblablement, il se situe quelque part par là de manière claire. C'est difficile d'être dans les 500 premiers français, sans talent particulier. Ou en tout cas, il y a un plafond quelque part là-bas, hein, que beaucoup sont venus se taper. Mhm. Et ça veut dire aussi que, à mon sens, ils sont allés chercher les ressources dont ils ont besoin, tout en étant tous les deux, quoi. C'est-à-dire que si tu restes chez toi en te disant ah j'ai pas, bah ça va pas le faire. Tu vois, Ah, c'est ça. Ils étaient ambitieux, mais ils ont fait leur aventure à deux. Par contre, ils ne se sont pas interdits de changer de club régulièrement ou d'aller avoir de la relance sur des plus forts. Voilà, ils ont eu envie quand même de progresser. ouais, ils sont allés chercher les ressources, hein. Je fais juste un aparté, donc c'est pas un hasard si j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Comment devenir extraordinaire. Moi, j'estime être quelqu'un du point de vue physique qui a un physique qui est très en dessous de la moyenne, donc qui est très ordinaire. Mais finalement, je ne fais qu'appliquer dans le ping quelque chose que je décris là-dedans parce que j'ai atteint une partie de mes rêves d'enfant, mais en étant obligé de réfléchir hors de la boîte. Parce que finalement, tu apprends plus quand tu es face à la difficulté pour trouver hors de la boîte que celui qui a un talent de folie, qui arrive, bon, il réussit tout, puis un jour, il est bloqué et il est bloqué. Ah tiens, c'est nouveau. Jusqu'à présent, seul le talent suffisait, quoi. Ouais, bah après, là, c'est un peu presque philosophique. C'est-à-dire, tu es déterminé au départ, mais la question, c'est est-ce que malgré cette détermination, qui peut être physique ou intellectuelle ou je ne sais quoi, est-ce que tu as envie quand même de te dépasser, de faire mieux que ce qui était prévu pour toi? Et là, effectivement, à mon avis, il n'y a rien qui est interdit. Alors peut-être qu'il y a un plafond de verre, hein, en tout cas pour atteindre le monde professionnel. Mais tu peux déjà t'accomplir de manière sympathique. Moi, je peux te citer un petit exemple si tu veux. Mhm. Le premier club où j'ai commencé à entraîner, le président du club était l'entraîneur et il était 16. Et ben pendant 10 ans, il n'y a pas un joueur qui a été au-dessus de 16. Mhm. Parce qu'en fait, Il- on ne dépasse pas l'entraîneur et le coach et le président, si tu veux. Ouais, ouais, Donc, ils avaient une accumulation de joueurs à 15. C'était incroyable. Il y avait peut-être 15 joueurs à 14 ou 15 dans ce club. Donc, moi, je suis venu entraîneur et j'étais numéroté. Donc, si tu veux, j'ai mis une nouvelle échelle de normalité. performance à atteindre. Et donc, là, il y a eu deux joueurs. D'ailleurs, l'entraîneur du club aujourd'hui, il est encore dans ce club. Il est numéroté 900. Et il y a un autre joueur qui est monté 19, si tu veux. Mhm. Ouais, tu leur as donné l'autorisation de le faire. Ça. Et quelques joueurs qui étaient 15 sont passés 16 ou 17. C'est-à-dire que la référence ultime du club, l'homme à battre qui était imbattable, n'était plus l'entraîneur d'avant ni le président du club. Mhm. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Oui, bon, de toute façon, c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, tu vois. Moi, c'est pas un hasard si, tu vois, là-haut, il y a des bouquins. Euh, Là, il y a Père riche, Père pauvre, que j'ai fait lire à deux de mes trois filles. Il y en a une qui n'est pas ouverte à ça, mais mes deux filles aînées ont lu Père riche, Père pauvre quand elles avaient 12 ans. Alors, elles n'ont pas forcément tout compris, mais il y a dedans des choses essentielles à comprendre que je voulais qu'elles comprennent pour que finalement elles aient ça. Quand Robert, à un moment donné, Robert Kiyosaki, il dit ah, j'avais 850 000 dollars de dette. Il dit bon, bah, il a fallu que je devienne plus fort que 850 000 dollars de dette. Et pour beaucoup de gens, ça, c'est insurmontable, mais finalement, c'était ça. Si tu as les bonnes méthodes, il n'y a pas de limite dans beaucoup de choses quand tu fais travailler un système. Alors, du point de vue physique, il y en a, bien entendu, hein. Mais même comme ça, c'est pas forcément vrai. Moi, c'est ça que je suis en train d'essayer de démontrer. C'est que ce que je veux démontrer, c'est qu'on peut apprendre à jouer comme un enfant, quand bien même j'ai 51 ans, mais parce que j'ai un corps qui est plus jeune, parce que j'ai des routines quotidiennes
en matière d'alimentation, de compléments alimentaires, de boissons, euh, d'assouplissement. Peut-être que je reprenne d'ailleurs la musculation, qui permettent de dire, ok, je peux encaisser la charge de travail qui est requise pour atteindre ce que je veux atteindre. Sachant que je ne mets pas de limite sur ce que je veux atteindre. C'est ça que ça veut dire, la Oui, blague, devenir joueur faut professionnel. pas Parce que, s'inscrire. Ouais, bien sûr. moi, Non, mais t'as raison de pas. personne ne va me payer pour aller jouer un mardi soir dans une équipe. Ça, j'y crois pas trop. Et deux, j'en ai pas envie. C'est surtout ça. J'en ai rien à fiche, si tu veux, d'être dans une équipe et d'être salarié, comme tu vois des gens en Pro A, Pro B qui se baladent. Ça ne me fait même pas rêver. Je comprends que ça puisse faire rêver des enfants au début de leur vie. Et j'ai eu moi-même ce rêve quand je jouais au basket. Aujourd'hui, c'est pas ça qui me fait rêver. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de questionner en fait le milieu du ping et de se dire bon, comment on peut trouver les ressources pour pouvoir s'amuser et en faire autant qu'on veut. Au-delà de la contrainte de tiens, je suis salarié, la salle n'est pas ouverte, j'ai pas de prof, quand je rentre le soir, je suis épuisé par mon boulot. Tout ça, ça fait partie d'un même problème quelque part. Ah oui, du coup, peut-être que tu veux me raconter un peu ton début du ping à toi et puis les premières difficultés ou plaisirs ou bonnes choses que tu as rencontrées dans ton club. Alors, c'est vrai, moi j'ai joué de 1978 à 82 en loisir, chez des copains, tu vois, quand j'étais en primaire. Mon père haïssait le ping, donc ça a été très compliqué de lui faire acheter une raquette. Et je me souviens très bien, c'était une raquette avec deux faces noires, totalement lisses, donc des backsides. C'était pas très utile, on pouvait pas en faire grand chose. Et puis quand je suis allé au collège, j'ai changé de pote, où t'es pas forcément avec les mêmes, tu peux plus jouer. C'est fini. Donc ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté jusqu'en 2010. Et comme j'ai élevé mes enfants dans le bilinguisme précoce avec l'espéranto, on était tout le temps en vadrouille avec d'autres familles qui élevaient leurs enfants, des étrangers, dans deux langues, dont l'espéranto. Et donc on était en 2010 en Croatie, comme ça, on avait loué un château, on était une dizaine de nationalités, il faut occuper les enfants. L'idée c'est de t'occuper des enfants qui ne sont pas les tiens pour que les forcer à parler espéranto avec toi, tu vois. Et donc il pleuvait pendant la première semaine et il y avait une table de ping dans la salle où on était là, où on occupait les enfants. Donc toute la journée je jouais avec un ou deux gamins et je jouais avec les mômes qui étaient tout petits. Donc c'était plus, ok, bon, je t'envoie la première balle, tu essaies de la taper, elle me la renvoie chez moi, je la chope, j'enlève l'irrégularité parce qu'il ne va pas y avoir de troisième balle, hein. Si je te la renvoie, il n'y en a plus. Et voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à jouer main droite aussi, parce que moi je suis gaucher à la base sur les sports de raquette. Et donc j'ai joué main droite parce que c'était plus facile avec eux pour leur montrer toute la journée. Et dans ce milieu-là qui organise également, donc qui intensifie les rencontres pour les enfants, parce que sinon ça ne marche pas, il y a un Allemand qui organise la rencontre du Nouvel An. La rencontre du Nouvel An, on commençait à y aller régulièrement avec ma femme et mes filles. Elle est tout le temps en Allemagne et selon les endroits, tu as une table de ping et je me suis dit, tiens, moi je pourrais contribuer à la communauté en organisant le tournoi de tennis de table. Et c'est comme ça que j'ai commencé à organiser le tournoi de tennis de table de cette rencontre, qui a attiré de plus en plus de bons joueurs. Donc au début, je gagnais facile, hein, c'était que des gamins, puis après il y a des adultes qui sont venus, et puis après il y a des gens, notamment un Français qui avait joué en club qui est venu. Alors là, c'est un autre monde, hein, on ne touchait rien à ses services. et comme ça, petit à petit, il y a des bons joueurs qui sont venus, et le Covid a tout fait tomber, et en 2023, on était retombé à zéro. Et je me suis dit, je ne reprends pas 10 ans pour avoir de nouveau, une fois par an, un bon moment où je m'amuse au tennis de table. Je vais voir le club. Alors là, ça a été le cirque. Ça a été le cirque parce que je pense que le club est meilleur maintenant dans l'accueil des nouveaux, mais j'ai failli repartir. J'ai failli me barrer, 5 minutes près, je me barrais. Parce que je ne voyais pas comment j'allais jouer dans ce bazar, c'était incompréhensible qui allait jouer. Grâce à Marina, je la remercie, elle m'a dit, échange-toi, viens, on va jouer. Mais sinon, c'était pas terrible. J'ai perdu à peu près 8 mois à pas de conseils. Je jouais avec ma raquette de loisir lisse, ce qui est con parce qu'en fait il y a les raquettes de l'école à 2 mètres dans le local, mais personne ne m'a dit que je peux en prendre une. Je jouais avec mes chaussures de course à pied, donc j'ai fini par me faire une fracture de fatigue sur le pied gauche. Ça a été très pénible pendant 6 mois, parce que j'étais mal tenu. Mais parce que je m'étais dit, je ne vais pas acheter du matériel moi-même, je vais attendre d'avoir les conseils. Et puis tu arrives dans un nouvel endroit qui est en fait une collection d'individus qui a chacun ses objectifs. Et je pense que la plupart des clubs sont comme ça, chacun a ses objectifs là-dedans. Si le club n'a pas un dessin clairement affiché dans le genre, on est un club de Pro A, nous c'est l'élite, et
et on trie. Les autres, c'est un endroit où les potes viennent jouer. Donc, tu arrives, bah, tu observes, tu regardes, tu te tais, tu regardes, tu observes. Et je faisais partie d'un groupe d'entrepreneurs à ce moment-là où on travaillait sur les réseaux sociaux, puisque en fait, moi, j'ai un message qui est dans la santé. Je fais du marketing relationnel sur les produits de santé. Et on cherchait ça. Et puis, au fur et à mesure des discussions avec certains coachs, on est arrivé à l'idée de dire, tu pourrais utiliser le tennis de table pour remplir tes réseaux sociaux. Documenter, en fait, ton voyage. Mais je me suis pris au jeu, au-delà de ce que je pensais, tu vois. Parce que le président du club m'a dit, ah, tu n'es pas mauvais, tu as un certain toucher de balle, tu bouges, tu n'es pas mauvais, tu pourrais faire de la compétition. Et puis c'est un club qui prend les nouveaux, dès qu'ils mettent 2 balles sur la table, ils trouvent qu'ils pourraient être bons en compétition. Donc hop, on te le jette là-dedans, dans la compète. Absolument, tout de suite. Ouais. Donc, ce qui est à mon avis est le meilleur moyen de dégoûter les gens, mais d'un autre côté, les vrais compétiteurs qui ont envie de se battre, ils vont trouver les ressources. Donc c'est pas forcément une mauvaise approche, hein. Parce que le loisir pendant des années à taper la balle, ça se met aussi un plafond de verre qui est assez facile, c'est que il y a le service. Tu as joué en loisir, tu sais pas servir. Tu sais pas servir, tu sais pas remettre. Donc en fait, il n'y a jamais de jeu. Parce que tu sais pas remettre, tu sais pas servir. Donc c'était très frustrant au début, mais là, ma coach australienne sur le moment me dit, ouais, en fait, ça va marcher, je suis sûr que ça va marcher, mais il faut que tu sois prêt à créer beaucoup de contenu sur le ping. Et donc, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire des vidéos, parce que ça fait longtemps que je fais des vidéos, donc je commençais à démarquer en posant une caméra et en filmant les matchs, et en me disant, je vais raconter une histoire avec ça. Je me suis inspiré de Jules Marie, qui était un joueur de tennis, voilà, qui lui documentait, je reviens sur le circuit professionnel pour aller battre les meilleurs, chose qu'il a tenu 3 ans, tu vois. Et moi, je me suis dit, tiens, lui, il est en haut, moi, je prends à l'autre bout du spectre, et je dis, je documente comment je démarre pour atteindre le plus haut niveau possible. Ce que j'ai formalisé en devenir joueur professionnel. Mais je suis pas stupide. Je sais très bien que je ne pense pas que j'en ai le talent. C'est un peu tard. C'est au moins 40 ans trop tard. Donc... ça fait un slogan qui attire l'attention et c'est sympa parce qu'on voilà. ne sait pas où on peut s'arrêter. Donc... Exactement, le slogan est sympa. Les plus mal dans leur vie s'acharnent et ça les met en colère. Bon, je suis désolé pour eux, et il y en a un paquet qui rigole. Et puis il y a aussi un paquet de monde qui finalement m'a aidé en me conseillant sur la chaîne. Et je vous remercie, si tu fais partie de tous ces gens, merci à toi, parce que j'avais Marc qui me conseillait, qui m'a fait changer les plaques. Donc au début, il y a eu quelques tâtonnements sur les plaques et le bois. Et puis petit à petit, j'ai cherché les ressources, tu vois. Donc finalement, c'est approximation successive, chercher les ressources, ne pas accepter la défaite, pas accepter, ah oui, mais je ne sais pas remettre les effets. Mais j'ai quand même quelques... ça m'interpelle. Avec Florian, en 8 à 10 minutes, j'ai compris les effets. Je l'ai filmé. C'est un truc que je partage en privé avec certaines personnes. Je leur partage. Et aujourd'hui, je l'utilise aussi quand je suis avec un joueur loisir, tu vois, qui ne sait rien faire. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire durant cette séance ? Par exemple, moi je sers, je lui apprends à les remettre et puis je vois ce que ça donne. Et généralement, les gens me disent, j'ai appris plus avec toi en 1 heure que depuis des mois. Je dis, pourquoi j'ai dû attendre le mois d'août, l'an dernier, donc de janvier à août de l'année d'après, pour cette séance de 10 minutes ? Pourquoi personne n'a été fichu de m'expliquer correctement dans ce club ? Et je pense qu'il y en a de nombreux, ça, tu vois. Et là, je trouve que on doit pouvoir faire mieux. Je sais pas comment toi tu le perçois. Écoute, moi je peux te donner le point de vue, j'allais dire adverse, parce que tu vois, ça prouve bien qu'on est en opposition au départ quand on est l'entraîneur et l'adulte qui arrive. Moi en fait j'ai débuté cette petite aventure parce que je me suis retrouvé à entraîner un club qui est le club traditionnel français, c'est-à-dire entre 50 et 60 licenciés. Un seul créneau d'entraînement par semaine. Ouais, ça fait pas beaucoup. Ils ont la salle une seule fois par semaine. Donc en gros, tout le club vient. C'est un grand gymnase et donc il y a une travée pour les jeunes, une travée pour les compétiteurs, on va dire aguerris, et une travée pour les loisirs, ce qu'ils appellent les loisirs. Ouais.
Et donc, bah, moi, le club me paye pour entraîner les jeunes. Donc, j'ai une rangée pour les jeunes. J'ai une vingtaine de jeunes sur une travée. À côté, il y a les gars de la régionale qui font des matchs. Et puis, tout au bout, là-bas, très loin, je vois des joueurs, je vois des adultes arriver. Alors, bon, bah, quand même, comme je suis quelqu'un de courtois, je vais les saluer. Mais si tu veux, je prends pas plus d'intérêt à bah, qu'est-ce que vous cherchez dans le ping-pong, est-ce que vous voulez progresser, etc. Moi, je reste vraiment focalisé sur mon groupe de jeunes. Il y a un adulte du club qui les accueille, donc il n'y a pas de problème là pour l'accueil. On se soucie d'eux, on joue avec eux, on leur prête du matériel, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, donc il y a quelques mois qui se passent comme ça. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai un groupe de jeunes où il y a quasiment personne que je considère comme étant préoccupé par le ping-pong. Ouais. Parce que tu vois, moi, si on devait me demander un des critères principaux pour entraîner quelqu'un, c'est est-ce qu'il est préoccupé par le ping-pong. C'est-à-dire, est-ce que dans sa vie, ça compte? Est-ce que dans sa vie, ça a de l'intérêt? Est-ce que ça prend une grande part de son cerveau disponible, pour reprendre une citation? Et en fait, non. Là, ils viennent, ils pratiquent le tennis de table, mais je me dis, c'est pas possible. Sur 20 enfants, j'en ai 2 qui ont envie. Voilà, c'est hyper difficile. Et dans le même temps, dans cette travée qui est considérée comme loisir, je vois des yeux qui commencent à se tourner vers mes paniers de balles. Je vois des yeux qui commencent à se tourner vers mes paniers de service. Et donc, en fait, je sens bien un intérêt voilà, pour l'entraînement. Donc, disons qu'on se met d'accord et que une fois toutes les 4 ou 5 semaines, et ben, au lieu de faire la séance des jeunes, en fait, je vais faire la séance des adultes. Et là, ça répond 100 fois mieux, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai 1000 questions qui fusent, j'ai plein de demandes sur des conseils techniques, des conseils matériels, etc. Bon. Donc, il y a une année qui se passe comme ça. L'année d'après, bah, c'est un peu pareil. On dit que je fais une fois tous les mois avec les adultes. Mais si tu veux, eux sont pas encore satisfaits de ce que je peux leur apporter. Enfin, disons qu'ils aimeraient avoir tout le temps la séance encadrée. Et dans le même temps, le groupe de jeunes n'améliore pas sa motivation, selon moi en tout cas. J'avais quand même des compétiteurs, hein. J'ai quand même des enfants qui ont pris une centaine de points. Enfin, mais c'était pas voilà ce que j'avais connu dans d'autres clubs. Et donc en fait, l'année dernière, bah, moi j'ai pris la décision d'arrêter, si tu veux, la séance des jeunes. Ouais. Et avec les 7-8 plus motivés des adultes qui avaient vraiment envie de faire plus, et ben on s'est mis d'accord et on s'est créé une petite séance hebdomadaire le mercredi soir. Donc voilà un peu où j'en suis. Et bah, je me suis dit, un peu comme toi, je vais la documenter en vidéo, parce que ça, je sais que c'est des choses qui sont vécues dans plein de clubs. Mm. Et toi, tu partages ton expérience de joueur, bah, moi, je vais partager mon expérience d'entraîneur avec ce groupe d'adultes débutants, pour moi. C'est extrêmement intéressant parce que tu vois, dans les rêves que j'ai atteints, il y a notamment celui de devenir interprète de conférence. Et je l'ai fait en allant chercher les ressources. On l'a fait le week-end avec Benoît Delatte sur la fac à Strasbourg. Et donc lui avait l'habitude d'enseigner à des jeunes euh, du cursus d'interprétation. Et là, le week-end, on était 3, non 4. Et deux académiciens, mon ami Istvan Hertel et moi. Donc je devais être le plus jeune, hein, j'avais déjà 40 ans. Et en fait, il nous disait, vous avez l'expérience de la vie. Et donc vous apprenez différemment, vous apprenez plus vite que mes étudiants habituels. On n'a pas besoin de autant d'heures pour faire la même chose. Vous êtes motivé, on venait sur nos propres deniers, on venait le week-end, on avait l'expérience de la vie, on avait notre expérience professionnelle, etc. On avait tout un bagage et il n'y avait pas autant de choses à désapprendre. Certes, il y avait des choses à désapprendre, des mauvaises habitudes, parce qu'on pratiquait déjà pour certains, mais on apprenait plus vite. Et moi, je pense qu'un enfant n'apprend pas forcément plus vite. Un enfant apprend différemment. Ce qui veut dire que mélanger les jeunes et les adultes dans les mêmes séances d'entraînement, comme on le fait chez nous, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. C'est peut-être un plus pour les jeunes, c'est pas forcément un plus pour les adultes. Mais je peux même préciser, puisque moi j'ai fait beaucoup d'entraînement jeunes, qu'en fait, entraîner un élémentaire qui est en CE2, entraîner un jeune ado et entraîner un junior, tu vois, à qui il faut faire la transition. D'ailleurs, c'est peut-être là où on est plus mauvais, hein, pour faire la transition entre les années jeunes et le passage en adulte. Là, on laisse complètement le joueur se débrouiller tout seul, alors que c'est une grande période de questionnement. Ah Tu bah vois, oui. c'est déjà, à mon avis, 3 façons de faire différentes. Mm. Et alors après, le public adulte, d'ailleurs, on pourrait peut-être même lui le séparer en
plusieurs groupes, mais Hmm. ouais. Ce qui est chouette dans le groupe que j'ai, c'est qu'il y a une certaine homogénéité des envies. Il y a quand même une certaine homogénéité de la qualité de l'investissement. Et tu vois, deux, trois joueurs ont essayé de venir se greffer au groupe là cette année. Et j'ai senti que sur ceux qui étaient là depuis le début, ça prenait pas non plus, ou qu'ils trouvaient que les attentes des joueurs étaient différentes. Voilà. Ouais. Mais c'est marrant, pour l'instant, tu n'as pas encore évoqué le fait qu'il soit capable de toucher de balle, le type de plaque, les mouvements. Tu as évoqué l'envie. Et sans Ah envie, on oui, peut moi je te rien dis, faire. moi je, moi je peux entraîner n'importe quel joueur, et je pense que je peux faire progresser n'importe quel joueur, donc je ne sais pas jusqu'où, ou joueuse. Mais par contre, il faut qu'au départ, elle vienne en se disant, j'ai envie de progresser. Ouais. Donc après, on va discuter de ce qui manque. Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est... Voilà, mais au moins au départ, il faut venir avec l'envie de Ouais. faire mieux que la veille, on va dire. Ouais, tu vois, quand je jouais au basket, en fait, j'ai déjà vécu ça. On était dans un club excellence régionale, équipe féminine en national, national 3. Donc déjà un bon niveau régional. Pas force. C'est normal, toi, tu as un gamin qui arrive qui n'a pas spécialement de talent, tout le monde s'en fout. Ok, c'est pas là que tu vas apprendre à jouer. Mon père m'a envoyé en stage. Stage organisé par le comité de basket du Bas-Rhin, 15 jours dans le sud de la France. Tu montes dans un bus, tu es pris en charge, tu reviens, tu sais jouer. Ce qui s'est à peu près passé. Euh, et là-bas, on nous disait, vous connaissez la CTS, hein, Compagnie des Transports Strasbourgeois. Ça veut dire concentration, travail, sérieux. Ouf, quand tu as 10 ans, c'est pas évident, mais effectivement, la capacité de concentration durant les entraînements, bah, je pense que c'est la clé dans tous tes entraînements jeunes. Si tu es constamment obligé de perdre une part de ton énergie en disant arrête de jouer, écoute-moi, machin et tout, bah laisse tomber quoi. Et puis, notre discipline, intrinsèquement, demande d'être extrêmement concentré sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que tu peux pas avoir de moment d'absence. Hmm. Il y a des qualités d'analyse à avoir, il y a des qualités de rigueur de concentration. 5 points qui défilent en une seconde, c'est un set perdu. Je veux dire, on revient pas. Donc, on Tout peut à pas se fait. permettre d'échapper à la concentration du match. D'ailleurs, je pense Donc, que c'est ça qui donne le sens à ce sport pour les parents. C'est pourquoi mon gamin dédie autant de temps à taper dans une balle à renvoyer de l'autre côté. Je dis, mais parce qu'il est en train d'apprendre des compétences qui vont être transférables dans sa vie future, qui peuvent être très intéressants. La capacité tactique, la capacité stratégique, la concentration, le travail, le sérieux, le fait d'être présent à l'instant présent, le fait de passer outre dans le fait ah j'ai pas été bon sur le dernier point, c'est pas grave, c'est du passé. C'est exactement pareil que j'ai fait une opération immobilière, on a perdu du pognon. Ah oui, bon maintenant comment tu te relèves? Ce que je disais tout à l'heure avec Kiyosaki, ah j'ai perdu 850 000 balles, bon ben maintenant il va falloir que je devienne plus fort que ça dans la prochaine. Ben là c'est pareil, j'ai perdu tel point, c'est déjà du passé, je deviens plus fort dans le prochain. Et je pense qu'il y a un effet euh, propédeutique d'enseignement qui est très important sur le ping, qu'on peut, entre guillemets, vendre aux parents. Parce que des fois, tu peux te poser la question quand tu as un gamin qui dédie 3 à 5 heures par jour au détriment de ses devoirs. Pour le ping, tu te dis, est-ce que tout ça, ça a un sens? Enfin, moi, je regarde l'école d'aujourd'hui, je vois qu'au fait, l'exigence, elle est dans les clubs sportifs, elle n'est plus à l'école. il y a des îlots de résistance. Alors, moi, je suis instituteur, donc j'essaie de faire partie des îlots de résistance, mais je vois aussi effectivement que il y a globalement une exigence générale qui a baissé de la part des enseignants, parce que pas que de la part de l'élève qui reçoit. Moi, je pense que la classe, elle est à l'image de ce que tu en fais. Oui, Mais si tu veux, là, je vais peut-être essayer aussi de lancer un groupe avec des jeunes en sortant un peu du système club. Et effectivement, un des arguments que je pourrais présenter aux parents pour les rassurer, puisque forcément c'est un investissement en temps qui va, entre guillemets, être coûté sur autre chose, c'est que moi, tous les jeunes que j'ai eus là depuis maintenant 20 ans que j'entraîne, bah, ils ont tous des métiers, on peut considérer, de cadre supérieur. Et ils ont tous réussi à allier le tennis de table et les études. Hein. Il y a des médecins, il y a des gars qui ont fait maths sup, maths spé, des prépas assez durs. Et ils ont joué même pendant leurs années de médecine ou de prépa. oui, Donc forcément, ils ont baissé le volume, mais ils ont réussi leurs examens. Ils jouent encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas abandonné le tennis de table. Ça, c'est pour moi, à mon avis, la plus grande victoire. C'est presque ma plus grande fierté. Et j'ai, ouais, je pense, sur les 15 meilleurs joueurs que j'ai eus, tout le monde a un boulot, on va dire, de cadre sup. Donc, il n'y a pas de hasard. Le ping-pong, à mon avis, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que tu viens au ping parce que tu as ces capacités-là? Ou est-ce que le ping t'aide à développer ces capacités? je
poserais pas la question dans ce terme, je dirais, est-ce que tu restes au ping parce que tu as ces capacités-là? Parce que tout le monde a touché une raquette, tout le monde a joué un Oui, peu. c'est ça. Et je pense d'ailleurs que Sport ça universel. explique, tu vois, je pense que ça explique le marché, parce que on va se comparer au tennis. Le marché, les parents sont beaucoup plus d'accord de dire on va mettre notre enfant à l'académie Moratoglou, parce que derrière, il y a la Mhm. possibilité de faire partie des 10 meilleurs qui, eux, gagnent des centaines de millions. Je voyais il y a quelques jours que Djokovic, il a gagné 184 millions de dollars. C'est-à-dire, quand tu verras un pongiste gagner ça en revenu de tournoi, tu m'appelleras. Hein. Cette année, c'est deux- 184 250 millions. 000. Cette année, c'est 250 000 dollars le meilleur gain pour un pongiste sur l'année. Voilà. Donc, tu vois, Et, on est à ouais, non, c'est sûr. quelques zéros de différence. Donc, Ouais. il n'y a pas cet incitatif d'argent. Il faut trouver autre chose. Mais clairement, le fait de pratiquer euh, en tant qu'adulte, je pense que c'est parce qu'au tennis, si tu veux, la balle est lourde. En fait, si tu n'as pas un cours dès le début, elle va même pas en face. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à jouer. Donc tu es obligé quelque part, soit tu renonces immédiatement, soit tu prends quelqu'un qui t'apprend à jouer. Au ping, en fait, c'est trop facile de démarrer. Donc, on n'accepte pas dans le milieu ping aujourd'hui, à mon sens, que ben, tu as quelque chose, là, tu arrives à jouer la baballe, et puis il y a un autre monde, celui des compétiteurs, celui que tu vois à la télé, et peut-être que ça va venir avec l'engouement sur les Lebrun. Eux, ils font des tas de choses que tu aimerais vivre, parce que moi, j'aimerais bien jouer en top contre top, j'espère bien y arriver. Parce que, voilà, c'est une satisfaction personnelle. Et ben, c'est logique que je paye quelqu'un à un moment donné pour m'apprendre à passer de j'y arrive pas à bah, j'y arrive. C'est logique. Moi, ça me semble logique. Mais, Oui, et au tennis, c'est logique. ou que tu trouves quelqu'un. Parce que Oui, ça peut être un échange de bons procédés. Enfin, après, moi, j'ai rien contre le fait que ça soit rémunéré et c'est vers ça que je tends aussi. Mais c'est plutôt qu'au départ, tu es captif de ton club. C'est-à-dire, ouais. je dis une bêtise, c'est le hasard si tu te licencies, c'est un hasard géographique. Donc, tu Oh, arrives c'est une dans ton club, proximité si tu vois géographique, qu'à ouais. côté, si tu vois qu'à côté, il y a des gens qui peuvent t'apporter des choses, tu vas être jugé par ton club de départ comme un traître à la patrie, alors que lui ne t'apporte pas ce que tu cherches. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Je pense que ça dépend des régions, mais tu vois, dans le Bas-Rhin, il y a une densité de clubs. Il y a quand même beaucoup de clubs à une demi-heure de route autour de chez moi. Je veux bien avoir 10 à 15 clubs. C'est pas tellement ça le problème. Bon, c'est vrai que D'accord. la proximité est très intéressante, mais après, je pense que c'est pas. Il y a les stages, hein, tu vois, les stages. Aujourd'hui, ceux qui suivent la chaîne ont vu que j'en suis à mon quatrième stage avec Florian. Bah, c'est que j'ai trouvé un certain équilibre avec ce qu'il fait. Je ne dis pas que je serai tout le temps en train de prendre des stages chez lui, mais aujourd'hui, c'est clair que bah, je ne peux pas nier que si j'étais 4 fois chez lui, c'est qu'il m'apporte quelque chose que je ne trouve pas ailleurs. Basta, point barre. C'est comme ça. Mais c'est vrai, quand tu dis rémunéré, quand je dis rémunéré, c'est. En anglais, on dit you pay attention. Pay attention. Tu payes par ton attention. Ben, c'est rien que ça. Je veux dire, si tu organises ta séance et que les gens n'écoutent pas, ben, they don't pay attention. Ils te donnent même pas leur attention. Donc pourquoi tu devrais le faire? Mais non, c'est ce que j'ai ressenti sur mon groupe de jeunes, là. C'est-à-dire que moi, j'y mettais l'énergie habituelle et Voilà. j'étais pas rémunéré par l'attention des jeunes. Ça, Hmm. c'est sûr. Donc, je sais pas, tu veux nous dire un peu enfin, ce que tu mets en place pour progresser? C'est un peu plus dans le pratico-pratique, comme on dit. Alors, ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que dans le pratico-pratique, la première chose que j'ai mis en place, c'est du service. C'est-à-dire que j'ai pris YouTube, parce que tout le monde a ça. Je veux dire, tu vas prendre ton téléphone, tu vas sur une chaîne qui Mhm. t'explique des choses sur le service. Et pour moi, c'était Craig Bryant. C'est juste le moment où Craig a été lancé par Tom Lodiak, quand Craig a lancé sa chaîne. Je me suis dit, waouh, ce gars dit des choses pertinentes. Donc, je commence à regarder et ça marchait. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de services, tout simplement parce que nous, on a la chance d'avoir la salle très souvent. Moi, je peux mettre la main sur la clé, je sors une table et service, 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 service. Et après, ben, Nicolas me conseillait, des fois je faisais des vidéos, je publiais des shorts, oui, ah non, mais à tel endroit là, il manque l'accélération, il y a tel truc. Et puis, en assemblant tout ce machin, je suis passé de, oh, putain, tu gagnes pas un point au service à, je pense, être reconnu
Tiens, un jour, il y a même un hater qui m'a dit, à part ton service, tout est acheté dans ton jeu. Je dis oui, mais il y a 4 mois, tu aurais dit tout est acheté dans mon jeu. Donc si j'ai pu progresser sur le service, peut-être que je peux progresser sur le reste. Donc c'était complètement con, mais le fait que tes pires détracteurs reconnaissent que tu sers relativement bien, c'était plutôt... ça m'a fait plaisir. Et je marque quand même pas mal de points au service. Et je peux te dire qu'il y a des gens jusqu'à 13-14 qui bouffent mes services. Au-delà, un peu moins. Mais il y a des gens qui bouffent les services. Donc, tout seul, tu peux travailler le service. Donc, je continue à le faire. Et à chaque fois, je pousse aux limites du corps. Hein. Il y a eu un moment donné, l'été dernier, où j'avais des sérieux problèmes. Donc, j'ai oublié le nom de ce truc-là, là, mais j'avais travaillé le rentrant en m'y prenant peut-être un peu mal. Et ça avait fait mal, quoi. Donc, il y a ça. Après, j'utilise beaucoup la théorie des contraintes. Chose que j'ai mis en œuvre avec les enfants sur le bilinguisme, et j'en parle un peu là-dedans, hein, qui est quelque chose qui est lié à mon métier. Mais la théorie des contraintes, c'est qu'en fait, un système est aussi fort que son élément le plus faible. Ça, c'est trivial. Là où c'est plus dur, c'est généralement de le voir dans ton truc. Donc, c'est de dire, ok, je vais travailler le point faible actuel. Et après, tu as des éléments qui font que ce point faible-là, tu arrives à le lever ou pas. Mais... c'est compliqué à l'entraînement si tu estimes que l'entraînement dirigé, soit tu n'y as pas accès comme c'était l'an dernier, soit tu estimes que cet entraînement qui est one size fits all, le même exo pour tout le monde, il n'est pas adapté. Donc en fait, il te faudrait une relance, un entraînement. Donc je dis, ok, c'est pas grave, je joue beaucoup de matchs. Donc beaucoup de services, je joue beaucoup de matchs, je les filme et finalement, j'apprends la partie tactique sur le retour des commentaires de la chaîne. Donc la chaîne sert à ça. Se voir jouer est extrêmement intéressant aussi. Et après, ça veut dire que j'identifie des partenaires avec qui je peux travailler. Et là où j'ai une démarche consciente, c'est avec un tel, je peux travailler ça. Ah, ce soir, il y a un tel, avec lui, je ne peux pas faire autre chose que ça. Donc, on va faire ça. Tu es venu pour faire, par exemple, régularité coup droit. Non, là, tu ne vas pas pouvoir. Donc, on va peut-être faire remise de... Alors que tu sers, et moi, je travaille flip revers, parce qu'il sert mal. Ou il sert trop haut, hop, flip coup droit. Ou, je lui apprends à remettre un service sidé. Moi, je fais tout le temps le service sidé. Et puis, la personne remet. Tu vois? Et puis, il y a même un moment donné, il y a une joueuse qui doit être autiste. Et les autres ont beaucoup de mal avec elle, mais moi, j'ai une grande expérience de vie avec autistes. Donc, à un moment donné, un soir, on fait une séance où finalement, l'avantage d'un autiste, c'est que si on fait tout le temps la même chose, elle est dans sa zone de confort. Donc je lui disais, je vais servir là-bas, et je le faisais. Il disait, ah mais tu le fais vraiment? Je dis, bah oui. Et puis on a fait comme ça, je sais pas, 1 heure et demie, où je servais en lui disant où je vais servir. Mais Même chose. ouais, en fait, ça ressemblait à un espèce de robot, mais pour elle, c'était sécurisant, et moi, je savais que c'était sécurisant pour elle. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu as un partenaire, si tu trouves comment le servir et t'en servir, on peut avoir une séance qui est bénéfique pour les deux. C'est juste qu'il ne se déroule pas forcément ce que tu avais prévu. Et je pense que c'est vrai dans beaucoup de clubs. Là, par contre, c'est quand même toi qui élabore un peu tout ça, c'est-à-dire qui arrive à intellectualiser bien sûr. ce qui manque à l'entraînement. Parce que tu vois, là, j'ai fait un petit questionnaire quand j'ai fait le concours. Ouais. Et c'est rigolo, il y a des réponses qui me surprennent. Par contre, ce qui est demandé pratiquement en majorité, dans quel est le problème que tu voudrais résoudre, c'est j'ai pas de programmation d'entraînement, en fait, si tu veux. C'est-à-dire, je vais à la salle, mais je sais pas ce que je dois y travailler. Alors, donc, je vais te faire une confidence. Je suis en train de lancer un guide pour t'aider à jouer comme si tu avais de nouveau 30 ans. Un guide personnalisé. Je suis en train d'écrire les automatismes. C'est pour ça que c'est en retard, parce que je suis obligé d'apprendre un nouveau langage, etc. Mais si tu vas sur le lien qui est en bas sous la vidéo, tu vas voir, il y a une page, j'espère qu'elle marche au moment où tu y vas, mais ça va venir. Mais ça, c'est que la première étape. Moi, la deuxième étape, derrière, elle est exactement là-dessus. J'ai un projet là-dessus, c'est pour ça que je veux obtenir les ressources pour le faire, parce que je pense que la grosse valeur ajoutée de ce qui manque, c'est exactement ce que tu viens de dire. Faire un planning d'entraînement cohérent, on va dire, avec une chronologie de progrès. Exactement. Pour pas être obligé d'arriver à la salle en te disant bon, j'ai bossé toute la journée et là, il faut en plus que j'intellectualise que maintenant on pourrait faire ah oui, moi, mon problème, il est ça, alors il faut que je fasse maintenant. Alors que toi, tu vas me servir du revers, tu me fais du milieu de table, coup droit, sur le coin, coup droit. Voilà. Je veux dire,
Ok, limpide. mais je En vois bien que la plus, plupart des gens le font pas. sans un avis extérieur, même si la personne arrivait à mettre son plan en place, en fait, il s'interrogerait. Il se dirait, ben, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix de plan d'entraînement? Alors que là, Exactement. il décharge la responsabilité sur quelqu'un qui va le guider. Et puis s'il voit que ça fonctionne pas, on en reparle. Mais au moins, voilà, il se dit, OK, quelqu'un qui est reconnu comme expert ou en tout cas comme conseilleur me dit, je vais dans cette direction. Et puis on verra dans 2, 3, 6 mois, je me fais confiance. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est l'équivalent de ce que j'ai fait sur le service. Sauf que le service, en fait, c'est le service pris dans juste tu sers pour servir. En regardant une vidéo de Craig Bryant et sans avoir son retour. Le retour que tu as, c'est j'ai marqué le point immédiatement. Mhm. Mais pendant longtemps, je servais pour servir. Le premier service que j'ai appris, c'est un bon service coupé du coup droit. Et après, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais forcément, le mec en face, il pousse, il te renvoie une balle coupée, et toi, tu n'arrives pas à les démarrer. Mhm. T'aimes recevoir des balles coupées? Bah non. Je vais peut-être arrêter de servir comme ça alors. Donc aujourd'hui, je sers plus lifté, mais parce que j'aime recevoir des balles qui arrivent avec plus de vitesse sur lesquelles je peux taper à plat. Puisque Mais je t'ai vu jouer un petit peu, ça paraît plus logique, quoi. Je suis assez Ah d'accord. oui, voilà. Alors, si tu veux pas Mais dire que je comme vais tu parlais éternellement du, rater les démarrages, mais aujourd'hui, mais en je l'ai fait attendant, ouais. consciemment, voilà. Et Aujourd'hui, toi, quand tu je... parlais Ouais, du point faible là, tout à l'heure. Moi, tu vois, je construis un peu différemment. C'est-à-dire, j'essaie d'être pragmatique. Je dis, bon, ça, c'est ce que tu fais le mieux selon moi. On va s'entraîner à être très performant dans ce point-là. Et il faut trouver un service qui t'amène à cette balle-là. Donc, c'est voilà, exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, peut-être que ton service, en quantité d'effets, sera moins impressionnant. Là, on vient de faire la petite machine SpinSight qui mesure la vitesse. Là, on s'est amusé à faire ça mercredi dernier. ah oui, Mais oui, par j'ai vu contre, ça, ouais. et c'est sympa, hein. Mais par contre, si ton adversaire remet exactement la balle comme tu attends, en fait, tu as gagné ton pari. C'est-à-dire que tu vas gagner sur le coup d'après. C'est pas grave, il n'y a pas d'urgence à gagner directement tout le temps de points. Donc là, pour l'instant, sur cette première année, tu vois, on n'est pas trop dans j'élimine mon point faible. On est plutôt dans j'excelle dans mon point fort et je le lie à mon service. Ouais. Oui, ça dépend en fait de la célérité avec laquelle ton apprenant a besoin de progrès. S'il a une grosse capacité à encaisser les défaites, je veux dire, travailler toute la base pour monter tous les étages Mm. est plus important à long terme, à mon sens. Si par contre tu as besoin de capter son attention et d'avoir des résultats rapides, quick wins, dans un monde actuel, c'est plutôt ça, bon alors on va percer sur tel truc, on va gagner, mais dès qu'à un moment donné il aura atteint le plafond, bah, il faudra remonter les autres à côté, tu vois. Je pense que ça dépend de la psychologie des gens, de leur âge, leur capacité à leur résistance au mal, la résistance à la défaite. Leur, mais c'est ça qui est terrible avec le ping, je veux dire, jusque derrière la virgule, chacun se compare avec ses différents points. Ah, t'as pas progressé, t'étais 500, maintenant t'es que 526. Oui. Ouais, sauf que des fois je me fais un 660, alors je vaux quoi? J'en sais rien, et je m'en fous d'être à Ouais. 526 pour être honnête. Et, à l'inverse, tu vois, les points, c'est Félix Lebrun, il vient de faire une contre à 1100 points. Le joueur d'Enbon qu'il a perdu à 1100 points de lui. C'est ridicule. On se doute bien qu'il n'y a pas 11 classements d'écart entre Sidorenko et lui. Et quand bien même, ça ne veut pas dire qu'il ne sait plus jouer et qu'il est redevenu numéro 70 français. Donc voilà, faut pas s'agacer sur ça. Voilà, c'est vrai, c'est ridicule. Les points, ouais, il y avait une vidéo où je disais les points ça veut rien dire ou les points ça compte pas. Mais parce qu'en fait le style de jeu est quelque chose d'important aussi. Tu vois, l'exemple que tu avais en interview, le gars joue avec un picot. Récemment je me suis à un moment donné, il faut que je fasse une vidéo, il faut que j'emprunte des nombreuses raquettes d'Alexander qui a des picots un peu partout et que je fasse une vidéo où je viens à la table, j'ai jamais joué avec la raquette, on fait un vrai match et j'ai un picot. Mais parce que moi j'arrive très rapidement à tourner ma raquette. Ce qui veut dire que si je joue picot, je tourne ma raquette et que je flippe bien, parce que j'ai une bonne souplesse du poignet, euh, eh ben, si ça se trouve, ce que le gars décrivait, c'est-à-dire un système de jeu où tu tournes et où tu as le picot qui n'est pas forcément là où tu pensais qu'il est, peut-être que ça me serait très adapté, j'en sais rien. Mais d'abord, je vais finir, on va dire, aller au plafond de verre avec deux backside, mais ça veut dire que derrière, il y a un deuxième chapitre, tu vois. Mais peut-être que c'est celui-là qui sera gagnant. Il y a Et puis, tellement de richesse dans ce sport. c'est ça, c'est-à-dire que je vois bien, là, tu parles souvent de ton verre, il y a le coude qui est un peu en l'air, il y a des choses qui peuvent être adaptées avec une plaque combi. Et moi, j'ai un joueur là qui, en fait, j'ai passé 5 mois à le convaincre qu'il avait naturellement comment une orientation, si tu veux, sa gestuelle pour passer en dessous et donc pour utiliser une plaque combi.
Donc, en fait, là, je l'ai pas entraîné techniquement. Je l'ai convaincu qu'il fallait mettre un picot. Et là, il joue 150 points de plus tout de suite. Oui, C'était une évidence, si tu veux, que sa technique était adaptée à ce style de matériel. oui. Donc voilà, ça fait aussi partie du coaching, on va dire. Ouais, ouais. Bon, moi, si tu veux, il y a déjà eu des paniers de balles où notre entraîneur Stéphane disait, mais j'adore ton revers, là, il est super, il n'y a aucun truc parasite. Donc, sur un panier de balles, quand j'ai le temps et tout, il était nickel. Après, des fois, le coup de remonte. C'est vrai, mais ça, c'est parce que, en fait, quand tu es adulte, et ça, l'enfant ne l'a pas, tu dois désapprendre les mauvais mouvements. Moi, comme je Oui, viens tu du viens avec des tennis, choses déjà. Ouais. voilà, je suis venu avec des décennies de pratique jeune où on faisait n'importe quoi, puis après un peu de tennis, puis des années à pas jouer, puis 10 ans à jouer une fois par an, mais en loisir à faire un peu n'importe quoi, parce que aussi les plaques accrochent pas. Donc, t'arrives, et ben c'est pas si simple de te débarrasser de ces mauvaises habitudes. C'est pas si simple de désapprendre ça. Et à l'inverse, l'enfant, lui, il a peut-être pas la capacité d'attention, le vécu et tout. Donc, en fait, ils ont des problèmes différents, tout bêtement. Ah, je peux te donner un exemple pour valider. Dans le groupe, il y a un jeune que j'ai entraîné jusqu'en cadet. Il a arrêté en cadet. Donc, il était super bon. C'est un gars super sympa, mais par contre, il était un peu. Tu vois, il rigolait. C'était un peu le rigolo du groupe. Alors, il était quand même performant. Il était 10 en cadet. Et donc là, il reprend. Par contre, là, il a sa volonté d'adulte maintenant. Ah bah oui. Donc, il a sa technique de jeunesse qui est en place. Et il vient avec sa volonté d'adulte. Et si tu veux, là, il a battu des 12 et des 13. À mon avis, ça va vite jouer 14. Donc, tu vois, il explose parce qu'il est devenu un adulte, si tu veux, avec son jeu d'enfant. Ouais, la maturité, quoi. Et, Ouais. ouais, c'est ça. Et je Bon, leur ben, découvre avec plaisir. Hein, c'est agréable, quoi. écoute, je te propose sur ces propos de s'en tenir là, parce qu'on pourrait durer pendant des heures, on pourrait aller dans les différents trucs. Je préfère te dire, on se reparle à l'avenir. Ça serait marrant de voir comment ça a évolué à la fois ton projet et le mien. Voir, on se retrouve dans une salle à un moment donné. Tu es près d'Orléans, non? Ouais, moi, j'habite en région centre à Orléans, ouais, exactement. Bon, ma belle famille est dans l'ouest, donc c'est pas déconnant. On doit pouvoir se retrouver dans une salle à un moment donné où finalement on arrivera à mettre dans le monde réel, concret, cette fois-ci, ce dont on vient de discuter ici, quoi. Bah, écoute, avec grand plaisir. Puis, de toute façon, on va suivre l'évolution personnelle pour toi et de mon groupe pour moi. Donc, c'est que partie remise. On fera un petit bilan, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci Nicolas. On va se souhaiter le meilleur sur YouTube. Et puis, ben voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà, je te remercie également et on repart à l'entraînement. C'est parti. C'est parti.